Oui, merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que le titre était santé globale, mais en fait je vais rapidement descendre à une échelle très territoriale assez rapidement. Donc le titre de l'intervention, c'est de One Health au territoire de santé, vers une approche interdisciplinaire de la santé animale ancrée dans les enjeux des territoires. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter le territoire de santé, qu'on travaille avec des collègues d'autres disciplines. Alors on ne sait pas trop pour l'instant si c'est une notion, un concept, une méthode, une démarche. En tout cas, l'idée c'est d'essayer d'aller au-delà de One Health et de porter un nouveau regard sur la santé que cette approche-là. Donc je reviens quand même rapidement sur la définition de santé globale qui est incarnée aujourd'hui par ce concept de One Health. Donc c'est une approche qui est intégrée, systémique et unificatrice des santé animales, humaines et végétales, et qui reconnaît donc qu'il y a une interconnexion et une interdépendance étroite entre ces trois santés-là. Et donc depuis 2010, One Health est donc institutionnalisé par les grandes organisations internationales. Alors on arrive à cette idée de One Health parce qu'on assiste à ce que Serge Morand appelle une épidémie d'épidémies. Ça fait 20 ans qu'on assiste à une complexification et une multiplication des émergences des maladies infectieuses à l'échelle internationale. Donc j'en ai mis que quelques-unes, mais en dehors du Covid, on a la grippe aviaire, on a la peste porcine africaine, on a le virus Nipah. L'an dernier, on a connu des crises de FCO, de MHE. Donc voilà, ce sont juste quelques exemples, mais qui montrent qu'il y a une mise en péril des santé publiques, mais aussi de l'économie des filières animales. Alors aujourd'hui, il y a une critique à ce concept de One Health. Il y a des limites qui sont formulées. D'abord que c'est une approche qui est trop centrée sur la santé publique et la santé humaine, et qui oublie la composante environnementale et écologique. C'est une approche qui est très top-down et qui diffuse du coup à l'échelle internationale des approches, des visions globalisées et standardisées de la santé, à travers notamment une approche en termes de surveillance et en termes de biosécurité. Et donc, voilà, je ne reviens pas plus sur ces critiques, je renvoie à des auteurs comme Serge Morand ou Camille Bézombe qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui proposent de nouveaux concepts comme Planetary Health ou Eco-Health qui mettent davantage en avant la question des limites planétaires et de la dimension environnementale de la santé. En tout cas, en ce qui me concerne et ce qui nous concerne avec nos collègues, ce qu'on retient de One Health, c'est qu'il y a un besoin de coordonner et de décloisonner les opérateurs du sanitaire. Et il y a un besoin de décloisonner les approches scientifiques. Alors ce décloisonnement, finalement, il est ancien, il ne date pas de One Health. Ça commence dès 1933 avec Max Sor, un géographe, qui parle de complexes pathogènes et qui va travailler à étudier l'interaction entre l'homme et son milieu pour montrer que c'est ce type d'interaction qui va jouer dans l'émergence de certaines maladies dans certains territoires. Serge Morand, un écologue du CIRAD, propose, lui, socio-écosystème pour travailler la question de la biodiversité et de la façon dont sa gestion par les êtres humains favorise l'émergence de ces maladies. On a nos collègues François Charrier et Marc Barbier de l'UMR LISIS, qui en sciences de gestion propose le sociopathosystème, qui introduit une dimension gestionnaire et qui s'intéresse donc aux situations de gestion dans lesquelles se trouvent les acteurs pour résoudre des situations sanitaires. Et enfin, notre territoire de santé qui propose de trouver une bonne échelle de gestion des maladies en lien avec les acteurs des territoires et avec les enjeux spécifiques des territoires. En fait, la question que pose le territoire de santé, c'est quelle maille trouver, quelle maille territoriale, quelle est la bonne échelle pour reconnecter les processus biotechnico-écologiques au processus de gestion, puisqu'en fait, on se retrouve confronté à la fois à des foyers endémiques localisés à l'échelle d'un animal, d'un bassin de production, d'une commune, face à des politiques sanitaires qui sont mondialisées. Donc, où mettre le curseur, où poser le regard. On est face à une hétérogénéité des configurations agricoles, avec des hétérogénéités au sein des territoires, mais aussi entre territoires.
Et ces systèmes hétérogènes doivent par contre faire face à une homogénéité des politiques publiques et des normes sanitaires. Également, il y a des territoires qui sont très inégaux dans la distribution spatiale des ressources de gestion, que ce soit les abattoirs, les cliniques vétérinaires. On en a parlé lundi d'ailleurs. Donc voilà, où poser le regard et à quelle échelle travailler. Donc ça, c'est la question qui nous anime. Alors pour répondre à cette question, voilà, on va redescendre à une échelle territoriale qui est l'échelle de la Corse, et je vais vous présenter des études de cas sur des situations sanitaires qui ont touché le secteur porcin corse, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et l'étude de ces situations sanitaires a nécessité une approche pluridisciplinaire. Donc là, vous voyez que notre petite équipe est composée de gestionnaires, de géographes, de zootechniciens, mais on a aussi dû faire appel à des épidémiologistes et des virologues. Et je n'oublie pas notre collègue François Casabianca, qui est zootechnicien, et qui a été leader et moteur sur ces questions-là, et qui nous a mis le pied à l'étrier. Donc j'avais choisi trois études de cas, mais je crois que c'était un peu ambitieux. Ce sera du coup des présentations un peu flash, mais l'idée c'est de vous montrer comment, selon les situations sanitaires, on change d'échelle d'observation et d'échelle d'analyse. Alors, avant de présenter les situations sanitaires, il me faut quand même revenir sur une présentation un peu générale du secteur porcin corse, si on veut bien comprendre les enjeux qui se posent à eux. C'est un secteur qui est hétérogène et qui est à dominante plein air. 98% des éleveurs sont des éleveurs transformateurs de produits charcutiers. On ne parle pas de filière porcine en Corse, puisqu'on parle de secteur porcin, parce que ce sont les éleveurs et les éleveuses qui sont des hommes et des femmes filières, pour reprendre le terme proposé par François Casabianca. Au cœur de ces systèmes d'élevage, il y a quand même le parcours. Ce sont des espaces où les animaux peuvent être en liberté, qui sont plus ou moins clôturés selon les cas. Sur ces parcours-là, les animaux trouvent une partie de leur alimentation. Mais les pratiques sont potentiellement très différentes d'un éleveur à l'autre. Sur un extrême, on a ce qu'on appelle le système cueillette, c'est-à-dire les animaux sont complètement libres dans la montagne et l'éleveur va les récupérer quand il en a besoin, jusqu'à des systèmes qui sont beaucoup plus maîtrisés avec des clôtures qui sont posées. Et en parallèle de ces systèmes d'élevage en liberté, il y a aussi une population importante de sangliers qui va favoriser donc les interactions, qui est donc un facteur de risque important pour la diffusion des maladies. Donc la première étude de cas que je vais présenter très rapidement, c'est une recherche-intervention que l'on a menée dans le cadre d'une situation d'échec d'une politique sanitaire qui vise à éradiquer la maladie d'Ogeski. Alors la maladie d'Ogeski, c'est une maladie qui a surtout une incidence au niveau économique pour les élevages. La France continentale est indemne depuis 2008. Après 20 ans d'une stratégie vaccinale assidue, le continent a réussi à se débarrasser de la maladie. Malheureusement, elle reste toujours endémique en Corse, où toutes les stratégies vaccinales ont échoué. Donc les éleveurs vivent avec. L'État a décidé qu'il abandonnait la lutte, considérant que les systèmes d'élevage extensif rendaient la gestion de la maladie impossible. Alors que la maladie d'Ogeski est une maladie réglementée par l'État et qu'il a normalement la responsabilité de la prendre en charge. Mais en Corse, les éleveurs vivent avec. Donc les acteurs du territoire décident de se réunir, notamment grâce au travail de chercheurs de l'INRAE comme François Casabianca et François Charlier, qui avaient le groupement de défense sanitaire, vont réunir tous les acteurs en lien avec cette question-là. Et donc ça va aller au-delà des services de l'État et des vétérinaires, ça va concerner aussi les chasseurs, tous les éleveurs, tout le monde se met autour de la table et ils vont mettre en place pendant plusieurs années des ateliers, d'abord des ateliers de déconstruction du problème Ogeski, comprendre pourquoi le virus reste dans le milieu, pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et une fois qu'on a identifié des freins et des verrous à la stratégie vaccinale, des ateliers de reconstruction et de co-construction vont avoir lieu pour essayer de mettre en place une nouvelle stratégie adaptée au territoire et au système d'élevage corse.
Donc là, très rapidement, cette stratégie vaccinale qui est proposée, elle propose un changement d'échelle qui est de se baser à une échelle micro-régionale, qui est à la fois l'échelle de transmission du virus entre faune sauvage et faune domestique, mais c'est aussi une échelle à laquelle il y a une proximité géographique et sociale entre les éleveurs. Et on faisait le pari qu'à cette échelle-là, les éleveurs arriveraient à se convaincre les uns les autres qu'ils avaient aussi une responsabilité les uns envers les autres, de ne pas diffuser le virus dans le milieu et chez leurs voisins. Donc il y a un premier changement d'échelle qui se produit en disant on va travailler une échelle micro-régionale. Et il y a aussi une échelle temporelle qui est transformée, puisqu'au lieu de travailler toute la stratégie vaccinale en même temps, on décide d'avoir une approche progressive, micro-région par micro-région, et d'enrôler ainsi progressivement au cours du temps les micro-régions jusqu'à arriver à couvrir l'ensemble de la Corse. Donc je ne vais pas plus loin, si après il y a des questions, je pourrais préciser. Alors la deuxième étude de cas porte sur une autre recherche-intervention qui visait à préparer le territoire corse à l'arrivée de la peste porcine africaine. Donc là aussi, je dois présenter vite fait la peste porcine africaine. Ça ne touche que les suidés, les cochons, les sangliers. C'est un virus pour lequel il n'y a pas de vaccin et qui se diffuse très largement en Asie et depuis l'Europe de l'Est, et qui est une maladie également réglementée par l'État. Alors cette maladie, elle est en Sardaigne depuis 40 ans, à 12 km des côtes de la Corse. Miraculeusement, il n'a pas traversé ce fin bras de mer. Mais en 2018, le virus arrive en Belgique, donc à 1000 km de la Corse. Mais à ce moment-là, l'État réagit très rapidement en imposant un arrêté ministériel et une instruction technique qui demande à tous les élevages français, dont les Corses, de mettre en place des normes de biosécurité. Et ces normes de biosécurité, pour les élevages plein air, elles impliquent notamment la pose de doubles clôtures et des sas sanitaires. Donc en Corse, où il n'y a souvent pas de clôture, l'idée de mettre des doubles clôtures alors que le virus, parce que le virus vient d'arriver à 1000 km de chez eux alors qu'ils l'ont depuis 40 ans à 12 km, ça semble absolument inacceptable pour les éleveurs qui se réunissent en collectif et qui contestent la mise en œuvre des mesures de biosécurité. Donc tous les acteurs du sanitaire se remettent autour de la table, forts de l'expérience de la maladie d'Ojeski, et on travaille à proposer une adaptation des normes nationales au système d'élevage corse. Donc comme je le disais tout à l'heure, le système d'élevage corse, c'est des interactions entre animaux très fréquentes, une biosécurité très minimaliste. Et donc, tout le monde était d'accord, et même les services de l'État étaient d'accord pour dire que cette norme nationale allait être impossible à appliquer. Mais tout le monde y a vu une opportunité pour dire qu'il fallait quand même améliorer la gestion sanitaire des élevages, qui était plein d'Ojeski, plein de tuberculose, et peut-être un jour plein de PPA. Donc travaillons ensemble dans un processus bottom-up, une fois de plus, pour créer un plan de gestion sanitaire porcine. Donc le processus, il est là, je vais pas trop le décrire, mais en gros, le comité technique en vert, il est constitué des chercheurs de l'INRA, du GDS, du groupement de techniques vétérinaires, des chambres d'agriculture, des fédérations de chasse, des associations d'éleveurs, donc tout le monde se met autour de la table. Et pendant toute la période de Covid, pendant 2 ans, on a travaillé à proposer un nouveau plan global de gestion sanitaire adapté à l'élevage extensif corse. Donc ce processus, ce nouveau plan, en fait, il prévoit tout un ensemble d'actions de préparation du territoire à l'arrivée de nouveaux dangers sanitaires, mais aussi de gestion des dangers sanitaires qu'on avait déjà. Ojeski, tuberculose, on en a déjà plein, gérons déjà cela. Et ensuite, au cœur de ce plan de lutte, il y a une alternative zootechnique, et donc c'est là où les zootechniciens ont été très précieux. Et on a proposé une alternative qui dit on va mettre des doubles clôtures autour des reproducteurs et les autres animaux auront le droit d'aller sur le parcours qui restera toujours non clôturé. Par contre, il faudra que les animaux soient tous castrés avec des ovarectomies, puisque le risque en fait vient de l'interaction sexuelle avec les sangliers. Donc si on l'évite, on va éviter le virus de pénétrer dans les élevages. Et on prévoit une zone sanitaire sur le parcours en cas d'arrivée d'un danger sanitaire. Donc les éleveurs, cette proposition, le comité technique est allé la porter devant les éleveurs, donc il y a une première négociation à cette échelle territoriale,
Et une fois que les éleveurs ont été d'accord, on est allé la porter au niveau national avec des négociations auprès de la DGL, donc autre échelle nationale, pour se mettre d'accord sur cette alternative. Et les éleveurs, en fait, acceptaient de prendre un risque, de dire si la PPA arrive, on perd tout, mais on garde nos reproducteurs. Et donc, il y a eu une double négociation heureuse, puisque cette alternative a été acceptée par la DGL. Alors, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, 2 minutes. Eh ben, alors, le virus de l'hépatite E, je ne vais pas vous le présenter, je vais juste faire la petite bande-annonce. Alors, le virus de l'hépatite E, c'est vraiment un pathogène One Health. Il est intéressant parce qu'on le retrouve dans tous les compartiments biologiques, dans l'environnement, dans l'eau, dans les mollusques, dans la faune sauvage et domestique, et chez les humains. Il y a une forte prévalence en France et en particulier en Corse, et dans toutes les régions où il y a une consommation de produits charcutiers à base de foie cru. La séroprévalence chez les humains en Corse est élevée, elle est plus de 56%. Et donc, dans un premier temps, on a accusé le Figatelli cru de transmettre cette maladie. Donc, je ne vais pas tout vous raconter finalement, mais il y a quand même eu 20 ans de travaux pour essayer de comprendre si ce Figatelli était vraiment le responsable de cette séroprévalence. Et notre collègue François Casabianca avait une intuition que non, que ce n'était pas possible que cette production farmière soit à l'origine de tant de cas humains. Et donc, pendant 20 ans, on a mis en place différentes études, des approches épidémiologiques, zootechniques, des approches en virologie. On a essayé de comprendre comment se diffusait le virus de manière horizontale entre les compartiments biologiques, mais aussi de manière verticale le long des chaînes alimentaires. Et on a eu du coup des approches aussi en sciences de gestion, en géographie. Tout ça pour arriver à la conclusion, que je le fais rapide, que le Figatelli fermier avec des animaux élevés sur les méthodes traditionnelles est totalement innocent, puisque l'abattage tardif des animaux leur permet de se débarrasser du virus. Donc il y avait un circuit d'importation de foie qui arrivait du continent et de Bretagne qui étaient par contre des bombes à virus. Voilà, donc pour terminer, je reviens à mon histoire de territoire de santé, comment ces études de cas nous permettent de construire cette idée de territoire santé. C'est une approche, une notion qui se situe à l'interface de 3 perspectives ou de 3 dynamiques. Il y a d'abord la perspective des pathogènes qui demande des approches intégratrices en santé animale et végétale. C'est l'approche des virologues, l'approche des écologues qui travaillent à une échelle fine de la dynamique du virus. Il y a une deuxième perspective qui est plutôt celle des géographes et des économistes, où on travaille sur les territoires et leur structure, la façon dont l'aménagement du territoire, la gouvernance territoriale, la territorialisation de l'action publique va permettre de pouvoir agir sur les situations sanitaires. Puis il y a une troisième perspective qui est la perspective organisationnelle du management situé, où on va chercher des manières de gérer ces situations problématiques et de mettre en place des dispositifs adaptés au territoire. Donc avec le territoire, on est à l'interface entre interdisciplinarité et transdisciplinarité. L'idée, c'est d'avoir une modification de la perspective, de sortir d'une approche centrée sur le risque ou centrée sur le pathogène, pour rechercher une échelle de temps, une échelle d'espace, une échelle de réseau d'acteurs qui permet de construire de nouvelles modalités de gestion des maladies. Donc le territoire de santé, c'est un territoire d'échelle variable, où se construisent des dispositifs d'action collective à la croisée des expressions situées des pathogènes, des pratiques agricoles et d'une gouvernance du sanitaire pour résoudre des situations problématiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.